Wendy Bouchard. Et nous voilà 3 jours après l'irruption du commando de Shebab somalien dans le centre commercial de Nairobi et on se pose ensemble la question à midi, pourquoi ce dénouement est-il si long? Question que nous partageons avec notre invité fondateur du GIGN, spécialiste de la négociation et du terrorisme, Christian Proutot. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci de prendre place dans ce studio où beaucoup de questions vont vous être posées. Dimanche, Christian Proutot, les autorités kenyanes avaient promis de régler très rapidement cette prise d'otages. Finalement, on dénombre au moins 62 morts, autant de disparus, beaucoup de confusion. L'affaire n'est pas réglée. Qu'est-ce qui prend tant de temps? D'abord, le site, le lieu de l'opération, qui est ce centre commercial qui est immense, avec plusieurs niveaux, avec des parkings, beaucoup de magasins, beaucoup d'endroits qui peuvent permettre aux terroristes, aux attaquants de se cacher, et de se cacher peut-être également avec des otages. Donc il faut faire du pièce par pièce, et je pense qu'en plus, il leur manque des éléments techniques qui permettent une extension des sens, en particulier les caméras infrarouges thermiques, qui permettent de voir s'il y a des êtres, des êtres vivants. Donc on est obligé de progresser. Ils ne sont pas équipés, c'est ce que vous dites? Je pense qu'ils ne sont pas équipés, oui, j'en suis pratiquement sûr. Sinon, ils auraient déjà pu mieux localiser les assaillants qui restent. Dans ce cas-là, les experts que vous êtes ne fournissent pas, ne sont pas appelés à fournir justement le matériel, l'équipement nécessaire à cette traque? La plupart des pays sont très jaloux de leurs prérogatives au niveau des principes de défense d'un pays. Il est très rare. On est intervenu une fois, c'était en Arabie Saoudite, dans la grande prise d'otage de la mosquée. Oui. Il y a pas mal d'années, mais c'était un cas d'exception. La plupart du temps, il y a quelques aides techniques qui se font, mais c'est assez rare. Alors, question autour de cet assaut interminable. Monsieur dans le public d'Europe 1. Bonjour, Hakim Lacher, étudiant à Sciences Po. Ne pensez-vous pas que la situation pourrait s'empirer, parce qu'on voit aujourd'hui que les négociations ne sont pratiquement pas possibles? Et est-ce que vous ne pensez pas que la situation s'empirera au fur et à mesure que les assaillants progresseront dans le temps et que la fatigue psychologique se fera sentir? De toute façon, ce sont des jusqu'au-boutistes. Cette opération avait un but bien précis, c'est de frapper le Kenya compte tenu de l'intervention qu'ils ont faite en Somalie. Donc c'est vraiment de la géopolitique à travers les médias. Donc, ils iront jusqu'au bout. On ne sait pas combien ils sont. Donc, pour répondre à votre question, il faudrait savoir combien... On disait entre 10 et 15 assaillants très, très armés. Oui, mais ça, personne ne le sait, oui. Honnêtement. Donc, il reste un certain nombre, sans faire de mauvais jeu de mots. Et en plus, on sait qu'ils iront jusqu'au bout. Après, le vrai problème, c'est de savoir s'il y a des otages ou pas qui pourront alourdir le bilan humain qui est déjà très lourd. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, en Norvège, Bering, à lui tout seul, avait effectivement tué 68 personnes et blessé près de 100 personnes. Alors, il ne faut pas essayer, c'est terrible pour les gens, et il faut avoir beaucoup de compassion pour tous les gens qui sont les victimes de tout ça, mais il faut quand même se dire que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que c'est un événement qui marque. On a Marc sur Europe1.fr qui nous demande si la négociation est possible, justement, avec ces jusqu'au-boutistes que vous critiquez. La seule négociation qu'il pourrait y avoir, en l'occurrence, c'est pour eux de récupérer une porte de sortie, un moyen de s'enfuir et de rejoindre les combattants en Somalie. Or, ça, à mon avis, c'est pas négociable. Sauf que dans la négociation, on se sert souvent, on est obligé un peu de mentir. La négociation, soit elle aboutit à une reddition, et ça, c'est l'exercice le plus beau. En l'occurrence, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, on négocie dans le but d'amener les gens à effectuer des déplacements qui favoriseront l'intervention qui peut-être n'est pas possible en ce moment. Très bien. Alors, je vais prendre encore une question dans le public d'Europe 1, mais d'abord au 3921, on a Cyril qui nous appelle du Bas-Rhin. Bonjour Cyril. Bonjour. Question pour Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour monsieur. Bonjour. Sur le territoire national, en cas d'action de vive force, comme il y a eu le cas à Bombay ou maintenant au Kenya, comment va-t-on réagir? Sous quel délai va-t-on réagir? Non, mais pour réagir, le vrai problème de ce genre d'action, c'est du renseignement. Si on ne peut pas anticiper l'opération, après, on ne sera pas meilleur que les Kenyans au niveau du bilan humain. Malheureusement, il faut subir une attaque. Et quand vous rentrez dans un centre commercial où les gens se comptent par milliers,
Il n'y a pas besoin d'être un expert en armes, comme je l'ai malheureusement entendu dire, pour faire des dégâts. Il suffit de tirer dans le tas. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, Bon, voilà. au nom de la vengeance. Après, il y a l'aspect opérationnel des choses, et chaque opération est différente. Mais s'agissant de ce qui peut se passer en France, il y a déjà des schémas tactiques qui ont déjà été faits sur les endroits où il y a beaucoup de gens. On appelle ça les prises d'otages multiples. Oui. Et c'est un travail qui est fait en particulier au GIGN, qui est mon ancienne unité, bien sûr, mais également au sein de des services de la police nationale. Il y a des opérations qui sont déjà préparées. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face. Je précise, j'insiste, on ne serait pas meilleur qu'eux. On ne serait pas meilleur. Ouais. Ouais, on ne serait pas meilleur. Merci pour cette réponse, Christian Proto. À Cyril, dernière question d'Olivier dans le Bonjour, public d'Europe. Olivier de Bonjour. Paris, bonjour. C'était pour savoir, dans ce cas présent, comme chaque cas est différent, quelles sont les différentes phases possibles et combien de temps cela peut durer ou comment ça peut se passer? Différentes Écoutez, phases de négociation. Voilà, en l'occurrence là, c'est ce qu'on appelle fixer l'objectif. Excusez-moi, ce sont des termes très tactiques, mais on ne peut pas parler autrement. C'est intéressant. Et fixer l'objectif, pour le moment, apparemment, ils ne l'ont pas fait. Donc ils font ce qu'on appelle la fouille systématique, étage par étage, pièce par pièce. Ils ont des négociations ou il y a des négociations en cours parce qu'ils ont parlé d'en Il y a parler. des Est-ce qu'ils ont des contacts négociateurs parlant arabe qui épaulent normalement les forces. Oui, mais d'après ce Kenyan. que j'ai cru comprendre, les seuls contacts qui ont pu se faire sont des contacts unilatéraux par tweet. Donc avec une réponse, je crois, je ne connais pas bien le dossier vu de l'intérieur, mais je le vois à travers ce que la presse rapporte. De toute façon, c'est pas comme lorsque l'on a dans une prise d'otage qu'on qualifie, nous, dans notre jargon, ouverte, on sait où les gens se trouvent. Ceux qui veulent, on peut leur parler, il y a un téléphone, c'est facile. Là, c'est pas facile. Ils ont pris le centre, je crois, le centre de vidéosurveillance. de vidéosurveillance. Ça leur permettra peut-être de mieux contrôler la situation. Mais en tout état de cause, je pense qu'il n'y a pas de négociation. La négociation, elle se fera si les preneurs d'otages cherchent une fuite et qu'ils veulent négocier cette fuite. Voilà pour l'issue envisagée par Christian Proto dans cette expertise. Merci beaucoup pour vos témoignages et votre réflexion ici. On va se